On va poursuivre avec les collègues de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse et de notre collègue de l'Université Laval. Donc, aujourd'hui, on a Jeannette, Martin, Geneviève et on a Simon aussi qui est peut-être pas dans la diapo, mais je vais laisser mes collègues pouvoir se présenter. Mais avant de lancer la discussion, puisqu'on va y aller en forme discussion, je pense qu'on est beaucoup plus à l'aise. Surtout que des fois, c'est un petit sujet qui est un peu, je dirais, complexe. Donc, on va alléger ça. Donc, merci beaucoup aux collègues de la Commission puis de l'Université Laval de venir partager, de venir parler sur, je dirais que c'est quand même un enjeu majeur. Je pense d'écouter aussi les collègues, le public, parce que aussi l'idée, c'est de bien comprendre les liens entre les programmes d'accès à l'égalité à l'emploi et l'EDI. Donc, on s'est dit que ça serait le fun de prendre, tu sais, pour vous, là, c'est quoi, est-ce que vous faites une distinction entre les programmes d'accès à l'égalité à l'emploi et l'EDI? Donc, le micro va passer. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Je pense, en tout cas, la manière dont moi je le perçois, les PAEE, c'est vraiment un outil de plus pour travailler sur l'EDI dans nos institutions, dans nos organismes. Donc, c'est une façon de faire avancer justement nos institutions, nos milieux pour qu'ils soient plus inclusifs, plus diversifiés, puis surtout plus équitables aussi. Merci. Quelqu'un d'autre aimerait se lancer? C'est quoi la distinction que vous faites entre les programmes d'accès à l'égalité à l'emploi et l'EDI? Est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il n'y en a pas aussi? Ça... Oui, Christine. Moi, je dirais, je ne sais pas si ça répond directement à ta question, mais souvent, les réponses au PAEE, c'est des indicateurs d'une certaine sécurité psychologique ou d'un certain sentiment d'inclusion. En tout cas, c'est ça que je vois, moi, dans mon organisation. Très bien. Merci. Une autre personne? Il y a Annick? Ah. Oui. Je pense que dans le programme d'accès à l'égalité en emploi, on ne parle pas de diversité sexuelle et de genre aussi. Fait que l'EDI, je pense que ça ratisse un petit peu plus large. Fait que, oui, je pense qu'on peut s'en servir comme levier pour faire avancer les choses, mais je pense que l'EDI, en tout cas, je ne veux pas parler de mise à jour, là, mais l'EDI, selon moi, va viser plus large. Merci. Vous pouvez être honnête ici, hein? Ils ne vont pas vous chicaner, hein? En tout cas, ils ne m'ont jamais chicané. On est toujours honnête, Viviana. Je crois que la loi d'accès à l'égalité à l'emploi, c'est une loi. Donc, on a des obligations légales. Nos organisations ont des comptes à rendre, ont des chiffres à compiler. L'EDI, c'est très volontaire selon... c'est dans l'air du temps, puis c'est nécessaire, mais je crois qu'un ne va pas sans l'autre. Et un accompagne bien l'autre, d'après moi. Fait que c'est, même si on embauche plus de gens qui sont issus des groupes visés par la loi, si on ne prend pas soin de bien les intégrer, de bien les inclure dans nos organisations, bien, ça ne fait pas long feu, les gens quittent. Fait que je crois que c'est bien. Aujourd'hui, j'adore qu'on aborde ces deux concepts-là parce que ils ne sont pas en opposition, au contraire, sont, d'après moi, en complémentarité. Puis ça va aider beaucoup les organisations à continuer d'avancer. Parfait. Bien, merci beaucoup pour vos propos. On a mis une petite image d'un guide qu'on a travaillé avec la commission. Ça a pris un bon petit 1 an, 2 ans à écrire, à sortir, mais il est sorti en 2021. C'est vraiment sur les meilleures pratiques en recrutement. C'est vraiment visé pour les universités, mais les cégeps, le postsecondaire et même d'autres organisations peuvent en faire l'utilisation. C'est vraiment lié au programme d'accès à l'égalité à l'emploi. Puis si vous voyez un peu dans le préambule, c'était vraiment dans l'optique que nous, dans le milieu universitaire, on a tous ces enjeux-là, des chaires de recherche du Canada, les groupes, vous avez mentionné les groupes, le groupe LGBTQ2S+, l'auto-identification. Donc,
plein de petits enjeux qu'on s'est dit, bien, on va travailler ensemble. C'est important de collaborer. Je pense que le réseau, dès le début, a vu l'importance de collaborer avec la Commission des droits de la personne et de la jeunesse parce qu'ils font un travail qui est important. Aujourd'hui, on va pouvoir le voir. Donc, allez le consulter. C'est vraiment... peut-être que je biaise, mais un très beau guide. Et n'hésitez pas à le partager là, aussi à d'autres personnes. Donc, on va débuter. On va commencer avec nos collègues de la commission. Puis, je vous inviterai tantôt, quand vous prendrez la parole, juste bien vous présenter qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites à la commission, aussi pour que les gens puissent faire un pont avec vous. Mais oui, je vais vous laisser vous présenter, puis après, je vais y aller avec la question, comme ça. Bonjour tout le monde, Martin Boucher, directeur Accès à l'égalité, service conseil à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Bonjour, Jeannette Mbenoun, coordonnatrice pour le programme d'accès à l'égalité en emploi. Bonjour, mon nom est Simon Côté-Desjardins, je suis conseiller en éducation et coopération à la CDPDJ. Bonjour, Geneviève Lapointe. Je suis conseillère en équité, diversité et inclusion à l'Université Laval. Super, merci. Donc, une première question qui s'adresse à nos collègues de la commission. Bon, il y a différentes perceptions des programmes d'accès à l'égalité à l'emploi. Peut-être aujourd'hui, on en a évoqué, mais aussi on l'entend beaucoup aussi, autant dans les milieux postsecondaires, mais aussi dans les milieux des organisations publiques et privées. Est-ce que vous pourriez nous donner un bref contexte des programmes d'accès à l'égalité à l'emploi? Comment vous voyez cette complémentarité-là avec les mesures, les politiques, les stratégies en EDI? Puis peut-être c'est intéressant d'avoir un exemple pour bien vulgariser, parce que des fois, ça peut sembler complexe pour certaines personnes, tout ce volet légal, mais si on le concrétise, on fait un exemple, je pense que les gens pourront mieux comprendre davantage. Donc, Jeannette ou Martin? Parfait. Je vais y aller. Alors tout d'abord, il faut comprendre les programmes d'où ça vient. Alors, c'est qu'auparavant, il y avait des recours qui étaient individuels, qui étaient pris à la commission, et il y avait plusieurs recours individuels qui faisaient en sorte qu'il y avait des règlements individuels, mais il n'y avait pas de règlement pour un groupe de personnes, c'est-à-dire pour régler des situations qui pouvaient être problématiques. Dans cette optique-là, on a créé les programmes d'accès à l'égalité en emploi. Ça, c'est en 83, 84, 85. Ça fait un petit bout de temps. Ensuite, il y a eu les entreprises privées, et en 2001, il y a eu la loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics, et ça vise vraiment tous les organismes publics de 100 personnes et plus. Alors, il y a certains groupes, les programmes visent seulement 5 groupes visés. Il y a 5 groupes visés. Il y a les femmes, les personnes autochtones, les personnes handicapées, les minorités visibles et les minorités ethniques. Au-delà de ça, ce n'est pas couvert, pour l'instant du moins, là, mais ça implique des changements législatifs. Et ça, c'est long, les changements législatifs. Ce n'est pas la commission qui décide quels groupes vont faire partie, sont inclus dans la loi. Alors, donc, les programmes, vraiment, ça relève. Donc, j'ai parlé d'une loi. Une loi, ça veut dire que ça relève de l'État. Alors, il y a une intervention de l'État. Alors, autrement dit, si on a une obligation, quand on a une intervention de l'État, ça implique une obligation. Et l'obligation, si on ne la respecte pas, c'est une sanction. Ça fait que c'est pas aussi le fun que le DI, disons. Alors, c'est différent un peu lorsqu'on a des sanctions. Donc, quand on parle d'un programme, ça vise vraiment 2 choses, pour se souvenir de ça. C'est vraiment, on vise à augmenter la représentation de certains membres des groupes visés qui sont sous-représentés, c'est-à-dire réduire un écart. Puis on veut éliminer tout élément qui serait potentiellement discriminatoire envers les membres des groupes visés dans le système d'emploi d'un employeur. C'est vraiment notre champ d'expertise que nous, on fait. Alors, le problème, c'est que nous, on est là, on aide l'organisme à faire des programmes, mais on n'est pas sur le terrain. Alors, sur le terrain, c'est là qui est difficile, et c'est là que l'EDI vient vraiment nous aider pour faire appliquer du moins un socle, du moins les programmes, au début. Là. Alors, avant ça, c'était aux ressources humaines. Maintenant, de plus en plus, ça s'en va vers l'EDI. Alors, ça nous aide beaucoup. Alors, je tiens à le mentionner. Ça nous aide beaucoup, je veux dire, ça aide beaucoup le programme. Alors, c'est comme, vous pouvez vous appuyer sur ça. C'est une loi, ça ne changera pas. Il y a aussi, la commission a la commission de veiller à l'application de la loi. Alors, c'est la mission principale. Alors, on n'a pas le choix. Alors, c'est pour ça qu'on existe, nous. Tous les organismes privés, les organismes publics, doivent tout simplement ont l'obligation d'élaborer et implanter un programme. Alors, et ils doivent rendre compte à la commission. Une fois que ça, c'est tous les 3 ans, ils doivent tout simplement nous soumettre leurs résultats. Et c'est là qu'on voit si les groupes sont encore sous-représentés. À certains moments donnés, peut-être qu'il n'y aura plus de sous-représentation, mais on n'est pas rendu là. On est loin de ça présentement. De sorte que là, on essaie de positionner l'EDI ici, parce que l'EDI versus les programmes, les deux, on vise à lutter contre la discrimination.
Alors ça, c'est clair. On veut améliorer la situation de certains membres des groupes visés et autres pour le DI. Alors, nous, les chercheurs disent, c'est un peu comme les PAE, c'est un peu comme la reconnaissance de la discrimination, même si tous les organismes luttent pour enrayer ça. Mais l'EDI aussi, c'est aussi la reconnaissance des bienfaits de la diversité, chose que nous, on ne touche pas. Et ça, c'est très important, ça est beaucoup plus large que nous. Alors, c'est pour ça qu'en ce sens qu'on est complémentaires, on a vraiment une partie qu'on peut faire avec vous, puis une autre partie que vous venez prendre en charge dans le cadre de l'application, et plus même dans les politiques, quand vous êtes dans les organismes. Ça nous aide beaucoup. Alors, c'est vraiment dans ce contexte-là que nous, on essaie de voir comment on peut travailler ensemble avec la commission, avec l'EDI ou le RICEDI. Merci. Jeannette? Oui. En fait, dans le même ordre d'idées, ce que je voudrais dire, c'est que la complémentarité qu'on pourrait trouver, qu'on pourrait faire et qui devrait certainement être fait entre les programmes d'accès à l'égalité en emploi et l'EDI, c'est par rapport aux mesures. Parce que tantôt, Martin a parlé du questionnaire d'auto-identification. Oui, le questionnaire d'auto-identification qui est proposé par la Commission tient uniquement compte des 5 groupes visés qui ont déjà été cités par mon collègue. Par rapport à l'EDI, il y a d'autres types de groupes divers et variés qui pourraient venir compléter ce type de formulaire d'auto-identification, justement, dans l'objectif d'inclure toutes sortes d'individus, quels qu'ils soient. Maintenant, au niveau des mesures, il y a différents types de mesures qui peuvent servir de tremplin à l'EDI. Parce que les mesures que la Commission propose, il y a des mesures dites de base. Dans ces mesures dites de base, il y a des mesures de redressement qui servent, en fait, servent à l'organisation à mettre en place des actions très, très précises lorsqu'ils ont de la sous-représentation. Ce sont des mesures qui sont provisoires et une fois que l'écart est diminué, ces mesures cessent d'être mises en place. Il y a aussi les mesures de base dans les mesures d'égalité de chance aussi. Donc, chacune de ces mesures joue un rôle très, très important. Et là, au niveau de l'EDI peut s'en servir allègrement, mais aussi formuler, écrire d'autres types de mesures, peut-être qui n'apparaissent pas dans le guide de mesures que nous proposons et qui pourraient servir à amener à atteindre les objectifs qui sont poursuivis par les 2 programmes en même temps. Il y a autre chose par rapport au PAE, c'est que les programmes d'accès à l'égalité en emploi, comme l'a dit mon collègue, c'est l'intervention légale de la loi. Donc, il revient à dire que oui, avec la loi, on a une reddition de comptes. Mais il n'empêche que le programme d'accès à l'égalité en emploi a autre chose de supplémentaire, c'est-à-dire qu'on ne vise pas uniquement l'attraction, l'intégration en emploi des personnes. On vise non seulement leur intégration en emploi, mais leur maintien en emploi, mais également leur progression en emploi. Donc, par rapport aux différentes catégories professionnelles que nous avons, et au-delà de ces catégories professionnelles, nous agissons aussi dans les catégories, dans les CNP, qui font partie de la classification nationale des professions. Parce que là aussi, il y a un enjeu particulier. À l'intérieur de ces CNP, parfois, je vais vous donner un exemple très concret, lorsque nous vérifions les dossiers, par exemple, il peut apparaître que dans la formule de calcul, une organisation n'ait pas d'objectif poursuivi, c'est-à-dire n'a pas de sous-représentation. Ça, c'est la catégorie professionnelle en général qui va démontrer cela. Par contre, quand on ouvre la catégorie, on rentre dans les CNP, là, on peut trouver par exemple, une forte représentation en emploi dans certaines CNP, et là, ça peut être des ghettos d'emploi, justement. Donc, on agit à différents niveaux pour s'assurer que l'organisation fasse attention à tout cela. L'EDI, oui, ce n'est pas uniquement l'histoire des ressources humaines, c'est vraiment l'histoire de tout le monde. Autant au niveau des organisations, c'est-à-dire des mandataires qui sont des personnes en haute responsabilité, parce que, qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas les directeurs de ressources humaines qui peuvent répondre de l'organisme le cas échéant. Non, c'est les présidents, les directeurs généraux, les VP qui, en cas par exemple qu'un dossier soit porté devant un tribunal, c'est eux qui vont y répondre. Donc, le leadership doit venir d'eux. Donc, quand au sein de l'organisation, le leadership vient d'en haut, il rejaillit sur l'ensemble de l'organisation jusqu'aux employés, peu importe leur niveau au sein de l'entreprise.
Parfait, merci. Effectivement, je pense que ce qui est intéressant en EDI, c'est que l'écosystème québécois en EDI a beaucoup évolué à travers, moi je dirais, comme hier je l'énonçais, le réseau existe depuis 5 ans. Bon, je ne veux pas dire que c'est le début des mesures EDI, mais c'était pas mal à ce moment-là aussi que je parle du milieu universitaire, débutait là, à amener des actions en EDI. Des postes en EDI, il n'y en existait presque pas à cette époque-là. Et aussi d'une expérience personnelle et de d'autres collègues. Comme vous l'avez dit, initialement, les programmes d'accès à l'égalité à l'emploi sont gérés par les services de ressources humaines, notamment pour la confidentialité des données. Donc oui, mais là, l'enjeu, puis je pense que le défi, c'est de travailler. On a des nouvelles fonctions en EDI. Donc, comment travailler ensemble pour aller de l'avant avec ces programmes d'accès à l'égalité à l'emploi si, par exemple, il y a des fonctions EDI qui ne sont pas nécessairement sous des départements de ressources humaines. Donc, comment faire les ponts? Et ben, Geneviève, ça fait déjà, je dirais, ça fait plusieurs années qu'elle a été impliquée pour mettre en œuvre les programmes d'accès à l'égalité à l'emploi à l'Université Laval. C'est très intéressant parce qu'on a eu beaucoup de discussions avec différents collègues de l'université, mais aussi de la commission. Est-ce que tu pourrais nous dire comment s'opèrent les programmes d'accès à l'égalité à l'emploi au sein de l'Université Laval et comment on peut s'appuyer des programmes d'accès à l'égalité à l'emploi lorsqu'on mène des actions, des politiques en EDI? Bien, tout d'abord, merci beaucoup Bibiana et Patricia d'avoir organisé ce superbe forum vraiment intéressant. Je suis très contente d'être ici. Puis merci aux personnes de la commission pour cette super belle introduction. Là. Moi, je vais juste continuer sur ce que vous avez dit. Mais tout d'abord, si on parle plus précisément de l'Université Laval, nous, on est un organisme public de plus de 100 employés. Donc, on a un PAE là, qu'on doit faire. Là, on est assujetti à la loi sur l'accès à l'égalité en emploi. Donc, d'un sens, moi, je trouve qu'on est chanceux, chanceuse, parce qu'on doit le faire. On n'a pas besoin de convaincre la direction. C'est enchâssé dans la loi. Et en fait, aussi, ce qu'il faut dire, c'est un petit peu, je vais vous dire un peu la structure de l'EDI, l'historique, ça va vous aider à comprendre comment ça a été implanté à l'Université Laval. C'est que nous, au début, la première personne en EDI, qui est Patricia, je ne sais pas si elle est ici dans la salle, mais bon, elle était embauchée aux ressources humaines, justement. Donc, notre conseillère EDI est partie aux ressources humaines. Fait que pour faire le PAE, on était vraiment main dans la main en collaboration avec tout ce qui est devenu le bureau de l'EDI et le vice-rectorat ressources humaines. Et même pour la petite historique, le vice-rectorat ressources humaines est devenu, à un moment donné, le VREDI RH, le vice-rectorat à l'équité, la diversité, l'inclusion et aux ressources humaines. Bien sûr, après, on s'est vraiment rendu compte que l'EDI, c'est beaucoup plus que les ressources humaines. Comme on le dit, c'est transversal. Fait que maintenant, l'EDI est dans un vice-rectorat plus transversal, là, qui est le vrai DD, vice-rectorat aux affaires internationales et au développement durable, responsable de l'EDI et de la philanthropie. On est un peu le tout-ski de l'université, mais au moins, on a maintenant un mandat vraiment transversal. Et on a une conseillère EDI au VRRH avec qui on travaille, le bureau de l'EDI en collaboration. Et aussi, on a des conseillères EDI à la recherche. Donc, nous, en fait, ce qu'on nous demande, qui a été vraiment bien décrit par la CDPDJ, c'est de faire une analyse de nos effectifs. Donc, tous les 3 ans, on collecte des données quantitatives pour savoir il y a combien de personnes qui appartiennent au groupe visé dans différents types d'emplois. Fait qu'un des premiers enjeux, ça a été de voir, bien, les fonctions à l'Université Laval, je parle des fonctions d'emploi, ne correspondent pas nécessairement au CNP. Et il y a comme 14 catégories professionnelles, fait qu'il faut rentrer chaque fonction, puis il y en a plusieurs dans chacune des CNP. Mais ce qui est vraiment mobilisateur et intéressant, c'est que ça nous permet de collecter des données. T'sais, moi, je ne suis pas une personne quantitative. Oui, je vais être critique des données, des catégories de la loi, mais on n'a pas le choix de travailler avec ça. T'sais, par exemple, on utilise le terme minorité visible, bien que moi, je viens de la sociologie, je dirais personne racisée, mais je suis prise avec la catégorie statistique minorité visible. Au même titre, on demande des questions sur le genre, je m'identifie comme femme, comme homme. Pour l'instant, c'est ce qu'on a ou autre. Fait qu'à chaque fois qu'on passe notre questionnaire d'auto-identification, le nombre de courriels qu'on reçoit des personnes qui nous disent pourquoi je ne peux pas cocher quelque chose auquel je m'identifie vraiment. Donc oui, on doit opérer dans le cadre de la loi, mais comme il a été dit, c'est vraiment un tremplin extraordinaire parce qu'on a au moins quelques données. Puis on peut les demander dans le cadre de notre recrutement en amont. Donc, voilà.
pour revenir un peu à comment c'est opérationnalisé à l'Université Laval, qui est un peu la première question, bien, moi, je suis sur le PAE depuis 2019, fait que j'ai vu une première phase d'implantation. Puis je vous dirais que quand on a ressorti nos chiffres, on a commencé en 2001, c'était avant le DI et tout, là, qui est rentré quand même pas mal plus tard, ben, nos écarts étaient vraiment immenses, à un point tel qu'on s'est fait dire, ça se peut pas qu'une grosse institution comme ça ait si peu de diversité. Il faut dire qu'on est dans la ville de Québec, mais l'avantage du PAE, puis c'est pour ça que je vous dis que c'est un tremplin pour le DI, c'est que quand on monte ces chiffres-là et qu'on voit à quel point c'est peu représentatif de nos bassins de disponibilité, là, donc finalement le nombre de personnes appartenant à chacun des groupes qui sont aptes à faire l'emploi selon les compétences ou aptes à l'acquérir dans un temps donné, dans une zone de recrutement particulière, bien, c'était là, ahurissant comme chiffre. Puis n'importe quel gestionnaire qui voit ça, n'importe quel membre du personnel fait comme « Oh mon Dieu, on est à, disons, de mémoire, on est à 1 % pour les personnes en situation de handicap, puis avec la nouvelle définition qui a été élargie, on devrait être à 9 %. C'est ça notre situation globale à l'Université Laval. Fait que vous voyez que le pouvoir des chiffres, et encore là, je ne suis pas dans le quanti, là, mais juste ça, ça nous donne vraiment un levier pour dire, bien, on a besoin de mesures pour avoir des accommodements pour les personnes qui appliquent à l'Université Laval. On doit dire dans nos offres d'emploi, comme c'est proposé, fortement recommandé dans les mesures de base, d'écrire qu'on peut accommoder dans le processus de recrutement, mais aussi une fois en entrevue. Puis ensuite, oui, c'est de l'inclusion. Il faut bien soutenir les personnes en situation de handicap dans nos milieux. Encore là, vous avez marqué, je dis personnes en situation de handicap. Je n'utilise pas la catégorie personnes handicapées, même si c'est celle de la loi. Fait qu'on est toujours un petit peu là-dedans. C'est sûr qu'on critique les choses, mais en même temps, ça nous aide tellement à avancer parce qu'on se dit on n'a pas le choix de travailler parce que regardez notre réalité par rapport à ce qu'on pourrait faire. Puis c'est même la même chose pour les personnes racisées, la catégorie minorité visible. De mémoire, on est environ, puis là, mes chiffres, là, je n'ai pas mon petit tableau, mais de mémoire, on est peut-être à 4 % puis on devrait être à 9 % Fait que, tu sais, partout, ça nous donne vraiment un levier extraordinaire. La manière, je reviens à comment c'est opérationnalisé, bien, on monte nos chiffres, tout le monde est comme paniqué, fait que ça nous donne le goût d'agir. Puis on travaille vraiment en collaboration avec tous les milieux de l'université. Donc, il faut savoir qu'à l'Université Laval, il y a le recrutement centralisé, qui est pour les postes qui sont plus administratifs, donc les personnes qui ne sont pas enseignantes ni du personnel de recherche. Et donc là, on a vraiment un système où de plus en plus, on est capable on va avoir un nouvel ATS, qui est le système de recrutement, où on va être capable de voir à quel moment on n'a pas des personnes des groupes visés dans notre processus de dotation. Fait que comment c'est opérationnalisé, c'est que nous, on fait des présentations, on dit le PAE, c'est au cœur de notre stratégie EDI, c'est vraiment une des mesures qu'on utilise. Et voilà, dans votre processus de recrutement, pourquoi on arrive à des chiffres si bas. Après, je vais aller dans le qualitatif. Là, je vais juste finir cette partie-là. Et donc, on peut voir que, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas assez de personnes des groupes visés qui appliquent? Et une des mesures du PAE, c'est justement de diversifier les endroits où on applique, de ne pas rester dans nos réseaux LinkedIn. Souvent, les conseillers et conseillères nous disent, bien, tu sais, moi, je le mets sur le site de l'université, je le mets dans mon réseau, bien, c'est pas assez grand. Une autre des mesures suggérées par le PAE, c'est de faire des liens avec les organismes en employabilité qui visent les personnes des groupes visés. Fait que, si les conseillers et conseillères nous disent « Ah, là, Geneviève, là, tu me demandes beaucoup de travail, l'EDI, ça en rajoute une couche de plus. » Bien, moi, j'ai la petite carte. Je m'excuse, c'est la loi. En plus, c'est notre orientation institutionnelle EDI dans notre politique EDI. Vous devez l'appliquer dans vos emplois. En fait, ça fait partie de votre description de tâche. Fait que c'est vraiment un levier extraordinaire. Après ça, si je viens au recrutement décentralisé, qui est tout ce qui est le recrutement des professeurs, du personnel enseignant et de recherche, bien là, on a des programmes d'accès à l'égalité en emploi qui sont spécialement pour les professeurs et qui ont été préparés par département. Donc, on peut voir exactement ce sont où mes lacunes en termes de groupes visés. Et en plus, c'est conventionné. Donc, on a travaillé avec nos syndicats. Donc là, tu sais, on est à un niveau vraiment intéressant parce que non seulement on travaille avec nos gestionnaires, on travaille avec nos conseillers, conseillères en recrutement, on travaille avec nos personnes qui sont en relations de travail, DSCRT, c'est Service Conseil Relations de travail qui conseille les professeurs et les départements. Et eux, c'est dans leur convention collective. Et il y a même des mesures où il faut avoir de la diversité dans les comités de sélection. On peut intervenir pour supporter comme une approche EDI. Fait que, tu sais, c'est... Mon Dieu, moi,
Le PAE, pour moi, c'est super intéressant. Oui, je suis d'accord que ça ne touche pas tout et qu'il faut aller plus loin, mais c'est comme une base minimum qui nous permet d'encadrer ce qu'on fait selon la loi, puis toutes les mesures qui peuvent être appliquées, comme Jeannette disait, à d'autres groupes. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on a révisé notre processus de dotation, on s'est rendu compte qu'on avait des biais et qu'on faisait de la discrimination pour les gens qui avaient des parcours atypiques. Donc, les syndicats de la PAPUL avaient vraiment quelque chose qui disait, tu sais, pour telle position, c'est bac plus 2 ans. Comment on interprète ça? Les conseillers conseillères disaient, bien, il faut que tu aies fait ton bac au complet, puis on compte 2 ans d'expérience atteint après l'obtention du diplôme. Donc, c'est très, très contraignant pour une personne qui aurait arrêté les études, qui serait allée travailler pendant ses études. On peut penser aux personnes autochtones, à des personnes comme moi qui ont eu des congés de maternité durant les études, qui ont arrêté. Donc, tu sais, moi, mon bac, je l'ai eu plus tard, ou ma maîtrise, je l'ai eu beaucoup plus tard qu'une personne qui aurait fait un parcours linéaire. Fait qu'en questionnant ça, on a réalisé que c'était une interprétation, le bac plus 2 ans, puis on a vraiment dit à nos conseillers conseillères, bien, voyez-le comme l'expérience peut être atteinte n'importe où dans le parcours. Fait que ça a vraiment ouvert des portes à avoir des personnes de différents groupes à travailler à l'Université Laval. Donc là, je vous donne un portrait quand même super positif. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire, mais on s'appuie vraiment de manière quotidienne sur le PAE. Puis je voulais juste vous dire, j'ai comme juste rajouté un peu de théorie dans tout ça, c'est que, tu sais, on parle d'EDI, ben, tu sais, l'équité, c'est ça, c'est de mettre des mesures de redressement, c'est d'accepter que d'autres personnes vont avoir des nominations, vont être priorisées dans les embauches parce qu'ils ont vécu des discriminations systémiques, des discriminations historiques. Donc ça, c'est le E de l'équité. Fait que, ça fait tellement partie de ce qu'on fait en EDI, fait que c'est complémentaire avec un PAE. Puis, notre politique institutionnelle d'EDI, la première chose qu'on dit, c'est qu'on veut offrir un milieu sécurisant, exempt de discrimination. Fait que, on peut vraiment travailler main dans la main. Et je voulais aussi vous dire quelque chose un peu par rapport à hier qui a été dit. On a vu comme les 3 définitions de c'est quoi l'équité, c'est quoi la diversité, c'est quoi l'inclusion. Mais avec ma collègue Sana, on parlait qu'on devrait dire aussi, c'est quoi juste avoir une approche EDI en général, parce qu'on les présente souvent séparément. Et là, je ne sais pas si je vais les retrouver dans mes notes, mais de manière générale, de mémoire, c'est vraiment ça, c'est de se dire, bien, ce qu'on veut au final, c'est offrir un environnement qui est sécurisant, sécuritaire, qui est inclusif, qui est exempt de discrimination, où toute personne est reconnue pour son identité particulière, peut développer son plein potentiel dans des actions qui sont faites par rapport avec les groupes visés. Là, c'est sûr que le PR ne va pas nécessairement dire spécifiquement travailler par rapport avec les groupes visés, mais si on regarde chacune des mesures qualitatives, il y en a une qui dit « Avez-vous pris en compte les besoins des personnes des groupes visés dans vos formations? » Fait que, tu sais, il y a tellement de la place pour s'inspirer du PAE puis pour le mettre en action pour d'autres groupes, pour d'autres clientèles. Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps pour faire ma conclusion? Non, oui, tu peux. Donc, ma conclusion en général, c'est que, comme, oui, le PAE s'intéresse à 5 groupes en particulier, ça devrait être élargi, on n'en doute pas, mais on travaille dans le cadre d'une loi, mais ça nous permet au moins d'avoir un portrait statistique de quelques groupes. On est au courant qu'il y a des discriminations, les recherches scientifiques montrent qu'il y a des discriminations envers d'autres groupes, fait qu'on peut appliquer ces mêmes mesures-là à nos autres groupes sur le terrain. C'est tout ce qu'on fait, reconnaître les parcours atypiques, regarder c'est quoi les biais dans nos processus de sélection, de dotation. Il y a toute une série de mesures pour les personnes en situation de handicap, l'intégration en emploi. Bien, tout ce qu'on fait pour les personnes, offrir un milieu inclusif, bien, c'est aussi... ça va aussi servir aux autres groupes, aux personnes immigrantes, aux étudiants de première génération, aux personnes de la diversité sexuelle et de genre. Fait qu'il n'y a comme pas de limite, là. C'est juste que quand on rend notre rapport au PAE, ben, on s'occupe de ces 5 groupes-là, mais tout ce qu'on fait, on peut l'élargir à plus de groupes. Et d'ailleurs, comme disait Jeannette, bien, ça nous permet aussi de s'inspirer du PAE pour peut-être faire d'autres mesures, comme on veut faire un sondage sur la perception de la diversité. Ce n'est pas fait dans le cadre du PAE,
mais ça va nous aider aussi à atteindre le DI. C'est complémentaire avec ce qui se fait. Puis au moins, on a notre portrait statistique de 5 groupes régis par la loi. Puis c'est sûr que si on veut poser d'autres questions, on sait très bien qu'on ne peut pas dans notre questionnaire d'auto-identification, mais pourquoi pas élargir et faire un sondage dans le cadre de recherche, des choses qui sont déjà en cours là, à l'université. Donc voilà. Merci Geneviève. Tout un cours. Martin, je pense que tu voulais rebondir, c'est ça? Oui, je veux juste dire que la problématique pour nous, c'est sur le terrain, au niveau des opérations, c'est souvent qu'il y a un organisme qui peut arriver, ils vont nous dire, bien, nous, on applique un programme EDI, on ne veut pas appliquer un programme d'accès à l'égalité en emploi. À quelques reprises, on a vécu ça, et c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui, puis c'est pour ça qu'on travaille ensemble, parce qu'on veut aligner nos messages pour dire qu'un ne va pas sans l'autre. Alors, c'est vraiment ça, on s'en va vers ça. C'est vrai qu'il y a eu des positions un petit peu campées, historiquement, mais on veut aller de l'avant. Alors, c'est pour ça qu'on est ici, bien content d'être là. Au niveau des statistiques, alors, vous avez parlé des statistiques. Nous, on a des statistiques. Il faut comprendre que ce n'est pas basé sur la représentativité. C'est-à-dire, comme à la Ville de Montréal, s'il y a 40 des personnes qui sont minorités visibles, ça ne veut pas dire qu'ils vont occuper 40 des postes. C'est vraiment sur une moyenne, une image qu'on prend dans une région. Et on va aller chercher vraiment, on va être capable d'identifier, par exemple, le nombre de journalistes à Montréal qui sont membres des groupes visés. Et c'est avec ça qu'on va faire nos ratios. Alors ça, ces statistiques-là, nous, on les a disponibles et vous pouvez en bénéficier. Alors, si vous appliquez un programme, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se sont interrogées sur comment aller chercher ces informations-là. Vous pouvez les commander au niveau chez Statistique Canada. Là, mais ça représente des coûts, mais nous, on les a. Ça fait que si l'organisme applique un programme, et une politique EDI, du moins, alors, ou un programme EDI, vous pouvez aussi bénéficier avec nous. Vous avez juste à communiquer avec nous. On peut vous donner plus d'informations sur les données. Intéressant, je ne savais pas ça. Mais bon, parfait. Puis aussi, je pense qu'il faut rajouter que oui, on parlait des PAE comme étant obligatoires, mais aussi, il y a des programmes volontaires, donc on peut adhérer au programme. Oui, effectivement, il y a des programmes qui sont volontaires. On est en train de revoir un peu le processus parce que c'était beaucoup moins populaire. Pourquoi? Parce que c'est volontaire. Alors, c'est ce qu'on s'est aperçu. Alors, ça ne fonctionne pas très bien. L'autre défi qu'on a aussi, c'est, par exemple, c'est au niveau des définitions. Une personne handicapée au Québec, il y a une définition fédérale aussi. Alors, il ne faut pas oublier que l'équité, il y a des organismes qui sont au Québec, comme les banques, par exemple, sur de juridiction fédérale, et ça, c'est l'équité en emploi au fédéral. Fait que c'est un autre défi, alors, qui est là et qui est présent, autant au public qu'au privé aussi. Alors, on voit ça. Puis oui, comme Martin, tu l'as mentionné, l'idée derrière ce panel, on ne va pas le cacher, c'est vraiment de démontrer qu'on travaille ensemble. Parce que pour nous, c'était étonnant. On a fait des rencontres avec la commission d'entendre qu'il y a des organisations qui se disent, ben nous, on mène des mesures en EDI, on a un beau plan d'action en EDI, fait qu'on n'a pas besoin de faire des programmes accès à l'égalité en l'emploi. On était vraiment surprise d'entendre ça parce que, il y avait une mécompréhension, je pense, des deux côtés. Quand on faisait la rencontre avec la commission, c'était comme, nous, on est différents, les PAE, c'est différent, l'EDI, puis vous, je me rappelle plus c'était quoi exactement, mais c'était comme un enjeu qu'il y ait des organisations qui disent, on ne fait pas nos programmes d'accès à l'égalité en l'emploi parce que ça venait, ils se justifiaient par des mesures EDI. Puis nous, en fait, qu'est-ce qu'on a essayé de comprendre, puis Geneviève l'a très bien démontré, puis on a dit non, au contraire, peut-être que vous ne le voyez pas sur le terrain, mais surtout nous, on peut parler du milieu universitaire, vos programmes d'accès à l'égalité en l'emploi sont importants. Nous, comment on peut justifier ces mesures en EDI, ces actions, tout ce qu'on fait en EDI, c'est parce qu'on dit, il y a le volet légal, et le volet légal est un levier important, même s'il n'est pas parfait. Et c'est pour ça que je pense que l'EDI peut venir complémenter. Donc, les deux, je pense que doivent communiquer. Je pense aussi, je vais en parler tantôt, mais l'idée aussi que nos collègues viennent, c'est qu'on puisse collaborer ensemble. Cet après-midi, on va avoir un atelier. Puis, au bout du compte aussi, qu'est-ce qu'on a, je peux dire, clarifié, c'est que oui, les programmes d'accès à l'égalité à l'emploi est une lutte contre les discriminations. Et il y avait une mécompréhension aussi parce que, tu sais, avec tout ce, comme je l'évoquais hier avec Julie Gauthier, tout ce EDI, c'est beau le DI, il y a tout un branding, on fait des marques employeurs, des business cases, tout ça. Mais au bout du compte, c'est quoi le DI et c'est à quoi nous, on aspire?
c'est la lutte contre les discriminations. Donc, les deux se complémentent. Aussi, les gens savent très peu c'est quoi les ressources de la commission. Puis je pense que c'est important de le savoir parce que, sachez-le ou non, elles sont gratuites, tout comme les statistiques Martin nous a dit. Donc, nous, on a beaucoup fait affaire pour des formations, même aussi appeler les conseillers, conseillères, si on a des questions, n'ayez pas peur de les appeler, mais je pense que Simon pourrait nous en parler amplement, qu'est-ce que la commission peut faire pour appuyer nos institutions. Je voulais juste dire rapidement qu'à l'Université Laval, en fait, les formations de la CDPDJ sont inscrites souvent au calendrier RH pour les membres du personnel parce que c'est gratuit. Fait que, ben là, tu vas les nommer, je ne dirais pas, mais c'est vraiment utile. Parce que c'est gratuit, juste parce que c'est gratuit. Hein? Oui. Elles sont super bonnes. On a peu de ressources, donc c'est gratuit. Non, elles sont très bonnes. Oui, et puis parlant de collaboration, c'est toujours intéressant. Nous, comme conseillers en éducation et coopération, on s'ajoute également aux offres possibles. Puis, juste pour vous dire qu'on n'est pas seulement à Montréal, on est également à travers le Québec. Donc, on est une dizaine de conseillers en éducation coopération. Donc, ça, on est fiers d'être également régional et non juste Montréal. Puis, les formations qu'on offre, c'est vraiment très, très varié, les sujets qui peuvent être touchés. Autant on parle de l'accommodement raisonnable pour les prestataires de services, ça peut être également en milieu de travail. On va avoir également des formations sur le racisme vu sous l'angle des droits de la personne. Et aussi, il peut y avoir en emploi, on peut également parler d'auto-formation en ligne qui peut être disponible. Vous pouvez aller sur notre site. En fait, toutes les informations que je vous dis en ce moment sont sur notre site Internet dans le volet formation. Elles sont gratuites, comme mentionné. Et j'ai laissé sur la vitre également, j'en profite là, pendant que j'y pense, sur la vitre, j'ai mis une affiche et vous avez mon nom également et vous avez le site Internet de la commission. Donc, vous avez toutes les formations qui sont présentes. Et outre les formations sur les sujets, vous avez également un service conseil pour les employeurs, les gestionnaires ou les prestataires de services qui aimeraient avoir des conseils lorsqu'ils reçoivent une demande d'accommodement raisonnable. Donc, ça peut être très intéressant. Pour toute autre question qui peut qui peut être dans votre milieu, en fait, on a également une adresse courriel information à commercial-cdpdg.qc.ca. Vous pouvez formuler votre demande et nous, à notre service éducation, on peut répondre. Évidemment, ce ne sont pas des avis juridiques, mais de l'information là, qu'on vous donne sur certaines de vos interrogations. Donc, je vous invite fortement à aller voir notre site web. Également, j'en profite pour mes collègues qui travaillent pour les PAE. Il y a une formation à ce sujet-là également. Donc, n'hésitez pas si après la présentation, vous voulez venir nous parler ou communiquer là, avec moi, là, ça me fera plaisir de vous expliquer. Puis, dernier petit truc, je me suis mentionné tantôt, conseiller en éducation, mais coopération. Donc, on travaille avec plusieurs organisations, dont également des responsables, des conseillères, conseillers en EDI, pour développer, oui, des formations, offrir des formations, mais développer des formations ou des projets, des colloques sur le sujet de la diversité, équité et inclusion. Donc, ça peut être super intéressant, ce volet-là, outre la formation. Voilà. Super intéressant. J'apprends à chaque fois des nouveaux services. Aussi, n'oubliez pas, pour les personnes qui ne l'ont pas vu, dans le cadre du défi 50-30, il y a aussi eu des ateliers, puis je pense qu'il y en a encore, peut-être Ingrid, ou qui sont offerts par la commission. Donc, je pense, Simon, ta collègue, Marie-Iris, il y a différents volets. Moi, j'ai assisté à... C'était plus un panel, mais c'était vraiment intéressant. Donc aussi, on peut faire le pont entre la commission puis des
des programmes comme le défi 50-30. Donc, vous pouvez aller voir la programmation. C'est vraiment très, très intéressant. Je pense qu'on a plein de questions pour vous, hein? Fait qu'on se rejoint cet après-midi, atelier programme d'accès à l'égalité à l'emploi et EDI, et on va co-construire, hein, parce que la collaboration, c'est co-construire. Ouais. Vous êtes donc bien sérieux. Un petit peu de sourire, quand même. Bon, c'est beau. Ben, merci. Puis on se prépare tranquillement pour notre autre atelier. Donc, restez sur place.